Salut, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canalor Café. J'attends le joueur Gabriel pour faire quelques petites parties et puis lui faire un petit interview et de se présenter son parcours de joueur. Salut, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canalor Café. On est aujourd'hui avec Gabriel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'estime pas être quelqu'un de très compétitif, cela dit, hein. Alors, j'ai effectivement un pseudo sur Mili notamment, hein, lorsqu'on veut s'inscrire au tournoi, et c'est Gab, parce que mon prénom c'est Gabriel, Gab 4. Je sais plus d'où vient le 4. Ok, super, donc GabCap. Et donc parle-nous un petit peu de ton profil de joueur. Est-ce que tu étais un ancien joueur de TCG ou autre? Enfin, comment tu as démarré un petit peu la découverte avec l'Orcana? Alors, j'ai pas. C'est assez récent pour moi le TCG. J'avais un petit peu fait mes armes au lycée, je crois, avec Magic the Gathering, mais sans développer plus que ça. J'estime pas être un ancien joueur de TCG de Magic par exemple. Et je m'y suis remis un peu l'année dernière parce que j'avais du temps et parce qu'ils ont commencé à lancer un jeu, un TCG sur la licence One Piece, dont je suis assez fan. Et c'est ce qui m'a poussé, hormis le fait de sauter de loin à chaque fois les gens qui faisaient des collections Pokémon et tout, que j'ai jamais voulu faire, mais que je trouvais sympa, hein, l'amour des cartes, le carton, comme on dit. J'ai pas franchi le pas, sauf lorsque du coup One Piece a commencé à lancer son TCG par Bandai. J'ai moins aimé le gameplay, par contre je dois l'avouer, mais pour la collection j'ai beaucoup apprécié. Et puis de fil en aiguille, lorsque l'Orcana est sorti, bah, là par contre aussi bien l'univers que le gameplay m'ont plu. C'est ce qui m'a fait vraiment franchir le cap de jouer et de me considérer comme quelqu'un de fréquemment sur les tables de jeu. D'accord, bah parfait. Et est-ce que le fait qu'il y ait les organisations de tournois autour de l'Orcana, ça t'a aussi beaucoup plus motivé à avancer dans le jeu? Oui, c'est clair, parce que ça donne cette dimension un petit peu piquante. C'est ce qu'on peut rechercher lorsqu'on veut se donner un petit peu des challenges, hein, n'est-ce pas? Puisque je pense que tu veux en venir à la question aussi des différents tournois que que j'ai pu assister. Il y avait, notamment en parlant de challenge, pardon, le challenge Stitch, je crois, hein. Bah oui, j'allais en parler Ouais, alors parce qu'est-ce que que tu en penses? comme on s'est croisés durant plusieurs tournois boutiques locales, et j'ai surtout vu ton énorme progrès autour du jeu parce que tu faisais des résultats qui avaient l'air de pas trop te satisfaire au départ. Et je sais pas, il y a eu un gros déclic. Parle-nous un peu de ce tournoi Alors, Stitch. lors des phases de ronde, j'ai pu faire un vaincu et j'étais au top 8 sans avoir pris de défaite, donc c'est vrai que c'est appréciable. Et puis c'est valorisant pour soi, ça prouve un petit peu effectivement qu'on a progressé. Mais je te retourne le compliment d'ailleurs. Je trouve que depuis allez, les 6-7 mois, j'imagine, en tout cas depuis mi-fin 2023 qu'on se fréquente un petit peu, je trouve aussi que tu as fait des progrès. Et de toute façon, c'est un jeu assez friendly, hein. Si on s'y file un petit peu, si on fait quelques parties et si on se met notamment dans le compétitif, en fait, on acquiert des mécanismes et des stratégies de jeu et des repères pour après s'améliorer, hein. Vraiment, il y a cette fameuse adage qui dit que c'est facile à apprendre et difficile à maîtriser. Ouais. Exactement. Donc oui, pour moi je ne viens pas du tout du monde de TCG, donc je découvre le monde des cartes. Donc c'était un peu plus compliqué de m'y mettre et d'avancer, mais bon, j'ai tenu bon pour essayer de progresser, comprendre un peu les mécaniques de ce genre de jeu. Est-ce que tu as un deck que tu préfères en général, hein? Ouais. Bah, c'est vrai que chaque couleur a un peu sa spécificité, hein, n'est-ce pas? Et son gameplay. Moi, il y a effectivement un deck que j'apprécie. C'était un temps, bon, il y a quelques mois, sachant qu'on est en juillet. Donc au chapitre 3, moi, entre le 2 et le 3, j'ai beaucoup aimé jouer avec du violet-gris. Alors le violet-gris, il y a eu un temps où il y avait cette hype autour de Jafar et le fait d'incliner Jafar pour piocher. Enfin. Alors c'est pas ça, typiquement c'était pas le deck moi que j'avais construit, mais entre le gris, donc la couleur gris qui permet d'avoir des bonnes attaques, on va dire de sorts, des attaques à distance qui peuvent gérer un petit peu le board, et le violet qui a une mécanique de bounce, j'imagine qu'on y reviendra plus tard si jamais on se focalise sur une couleur en particulier. Mais bon, c'est deux approches du jeu qui me plaisent beaucoup. Donc, le violet-gris, pendant un temps, a été un petit peu mon cheval de bataille. Et c'est avec ça que j'ai notamment fait les tournois un petit peu intéressants là, qui se passaient, notamment les challenges avec le Stitch à la clé.
Ok. Et donc, par rapport à ces mécaniques, tu parlais des mécaniques de Bones, c'est quelque chose que tu apprécies jouer? Est-ce que ça fait partie des mécaniques, je veux pas dire que tu préfères dans le jeu, Ouais. mais voilà, t'aimes bien ce côté fun de poser les cartes, de le retirer, de contrôler, en tout cas d'avoir une marge de manœuvre, c'est assez polyvalent, je trouve. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que la mécanique du bounce, c'est actif, c'est proactif. Voilà, on subit pas le jeu, et le deck se pilote pas automatiquement. Il y a un minimum de réflexion à avoir sur ce gameplay-là. Et puis, il y a aussi le lore et l'univers. Bounce, si on regarde un petit peu les cartes, j'en ai peut-être, alors, peut-être la montrer de loin comme ça. Mais on est bien sur la couleur violet du coup, donc qui est spécifique un petit peu au bounce. Et notamment, on appelle ça des boucles, c'est plusieurs cartes qui fonctionnent entre elles, qui se bounce entre elles pour faire des effets et des triggers. Ce qui m'a plu dans cette couleur-là, c'est aussi de quel, on va dire, univers c'est tiré de chez Disney. Là, typiquement, le bounce, ça utilise beaucoup les dessins animés de Merlin l'Enchanteur, notamment, Madame Mime, tout ça. Et si on apprécie, par exemple, un dessin animé en particulier, on peut aussi se référer à ces cartes-là pour jouer. On peut apprécier un univers, un dessin animé en particulier, et en fonction des couleurs, parfois, on va retrouver en fonction différents animés. C'est un peu comme des familles finalement. En violet, on va retrouver Merlin l'Enchanteur, mais en jaune, je crois qu'il y a la petite sirène, par exemple. Il y a beaucoup représenté en couleur jaune. En plus d'aimer la mécanique, j'aime aussi les visuels, les illustrations des cartes, et puis les dessins animés qui ont été utilisés pour créer ce deck-là. Bah, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on oublie un peu quand on joue Ouais, à l'Orcana, c'est qu'il y a quand même, ils ont pensé à rester proche quand même des dessins animés de l'univers de Disney. Et on peut avoir une appétence pour tel ou tel dessin animé, ça peut nous diriger un petit peu sur un choix de deck finalement. C'est vrai, Pas c'est vrai, nécessairement les couleurs. tout à fait. Et est-ce que tu aurais une couleur préférée juste actuellement où tu peux dire... alors, ça serait le violet du coup. Je voulais parler un petit peu de la dernière news qui vient de tomber, c'est-à-dire ce correctif, cet errata. Ils ont considéré que c'était une erreur, cette carte. Et du coup, ils ont tout modifié. Ils ont modifié Je crois savoir de quel le coût, eh oui, sur la carte Bucky. Ils ont modifié le coût qui est passé de 2 à 3. Ils ont enlevé hors d'atteinte. Ils sont enlevés hors d'atteinte. Et ils ont mis l'obligation d'altérer pour pouvoir faire l'action de la défausse. Du foot burn, effectivement. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Alors bon, moi j'étais plutôt de ceux qui trouvaient que ce Bucky était assez frustrant lorsqu'on le prenait en miroir. Un miroir ou plutôt en match-up, quoi, si on jouait un autre deck, peu importe. Mais c'est vrai que c'est une mécanique très forte, hein, voilà. En fait, un peu éclatée, hein, voilà, je suis pas surpris. Je suis surpris que ce soit un correctif si fort, hein, voilà, hein, c'est quand même incroyable de rajouter un coût de valeur de carte pour la poser. Donc au lieu de la poser au tour 2, on la pose au tour 3 et reste ancrable. Il aurait pu peut-être rester sur 2 non ancrables par exemple. Bon, c'est un choix, j'imagine, tout à fait de gameplay et de stratégique de leur part. Moi, voilà, il y en a beaucoup qui sont contents. C'est surtout les retours que moi j'ai eu de l'entourage et de la communauté dans laquelle j'évolue sur l'Orcana. Mais je pense que c'est pas la dernière. Et je crois aussi que c'est en fonction de ce qu'ils ont pu projeter à l'avenir. C'est-à-dire que Floodborne, on se rend compte de plus en plus que c'est des cartes qui sont très fortes, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est souvent des cartes qui sont shiftables, donc qui sont altérables sur un autre personnage du même nom, mais qui serait déjà sur le terrain ou qui a un coût moindre. Ils se sont rendus compte que c'était très fort. Et je pense aussi qu'ils comptent évoluer sur ce côté-là du gameplay de l'Orcana, c'est-à-dire le Floodborne. Un jour, on aura vraiment des cartes incroyables qui seront altérables pour rien, puisqu'on a vu qu'on commence déjà à défausser une action pour altérer sans que ça nous coûte rien de plus. À un moment donné, un Bucky sera trop facilement jouable dès le début, des cartes qui pourront être shiftées dans la foulée, on va peut-être en shifter 2 sur le même tour, parce qu'on a vu Diablo qui se shift sans avoir besoin de payer en encre, hein, pour ceux qui connaissent déjà le gameplay de l'Orcana. Bon, c'est un début, mais on se rend vite compte que si jamais dans les prochains chapitres, il développe encore plus cette mécanique de Floodborne et cette mécanique de shifter avec des conditions différentes, en fait, ça peut être très facile de shifter et de défausser l'entièreté de la main de l'adversaire en une seule fois presque. Mais est-ce qu'ils qu'ils... ont vu ça en prévision Ouais, peut-être. Mais du coup, est-ce que c'était mieux de l'avoir complètement changé comme ça, ou finalement ils auraient dû la bannir totalement et puis on n'en parle plus? Ce qui est dommage, je trouve, c'est que
à la fin de ce chapitre 4 là, et vu des résultats qu'il y a eu pour le tournoi en Allemagne, qui est t'as suivi, qui est à Bochum, qui est un Français qui a gagné la première place, et qui expliquait sur quelques vidéos qu'il a sorties, qui étaient sur YouTube là, des stratégies très intéressantes pour pouvoir contrer ce deck vert-gris, et qui sont arrivées un petit peu maintenant, et je trouvais qu'il y avait quand même pas mal d'alternatives. C'était pas forcément une fatalité de perdre contre vert-gris, parce qu'en plus il y avait de plus en plus de joueurs peut-être moins forts qui ont décidé de jouer ce vert-gris, parce que au final est assez simple à jouer, et au final ne le maîtrise peut-être pas très bien. Et donc ce joueur qui s'appelle Théo Tim, qui a gagné le tournoi, expliquait qu'il voyait pas mal les tables des joueurs qui n'avaient pas gagné étaient remplies de vert gris. Donc pour lui, il expliquait un petit peu qu'il y avait beaucoup de joueurs qui performaient moins et qui avaient choisi le vert gris un petit peu pour sa facilité de jeu, mais finalement n'était pas vraiment passé. Et quand on voit un petit peu tous les résultats des derniers tournois, on avait beaucoup de vert gris en tête, et les derniers tournois changent. Se retrouvent derrière, et les gens ont trouvé des petites alternatives pour pouvoir contrer un petit peu Bucky. C'est pour ça que je trouve ça dommage, parce qu'il y avait un peu un engouement pour essayer de battre ce Bucky, et des gens avaient trouvé des bonnes astuces. Je crois qu'eux aussi ils se sont rendu compte à la sortie du chapitre 4 que la couleur verte avait été bien servie. On a eu notamment le Diablo, une Ursula a encore eu des cartes, des chansons. Bon, ça doit jouer aussi beaucoup lorsque les gens vont se diriger au début du chapitre sur telle ou telle couleur. Effectivement, il y a eu un effet de masse. Je pense que beaucoup de personnes ont joué du vert gris. Et si effectivement on retrouve peut-être 50% des joueurs sur des tables qui sont en vert gris, faut pas s'étonner qu'il y ait des tops de vert gris. En tout cas au début. Et ça justifie pas forcément la méta, et ça justifie pas forcément le metagame et tout ça. Ça veut pas dire que c'est le deck, le top tier 0. Et je pense que les gens s'en sont rendus compte au fur et à mesure qu'on avance dans le chapitre. On est à maintenant un mois du chapitre 5. Et on se rend compte qu'au final, il suffit de jouer au TCG. Il faut relire les cartes, il faut créer des mécaniques, et il ne faut pas juste peut-être se fixer sur une liste. Ouais, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient pu laisser un peu plus de temps pour être sûr, et de voir si les joueurs allaient trouver d'autres alternatives, d'autres astuces. Peut-être avec les cartes du chapitre 5, il y aurait peut-être des choses à faire. Bon, je trouve que c'est un petit peu rapide, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, j'espère qu'ils ne vont pas continuer à faire ce genre de choses sur d'autres cartes, et surtout pour des joueurs, par exemple, j'imagine... Si des joueurs avaient acheté des cartes qui coûtent entre 40 et 50 euros la carte, et de leur dire finalement cette carte elle est bannie, ou on la corrige, elle n'a plus du tout ce pouvoir, je trouve que pour des gens qui auraient acheté 4 cartes à 50 euros, 200 euros de cartes pour leur dire qu'au final elle ne sert plus à rien, bon, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon. Sur un Bucky, heureusement on n'est pas sur une carte légendaire, hein, mais effectivement, ouais. Bon, et sinon pour ce tournoi Ursula qui a lieu à Suko Game dimanche, c'est ça, le 14 juillet, seras-tu présent? Alors oui, sauf un empêchement de dernière minute, mais autrement j'y serai, et j'imagine que tu vas me demander la couleur que je vais jouer. Je ne sais pas, je ne vais pas dévoiler ta couleur, parce que c'est quand même... C'est comme tu veux. Non, alors c'est pas spécialement la couleur que je vais jouer ce week-end. Par contre, j'en reviens un petit peu à ce qu'on disait sur le vert gris et sur les tournois de manière générale, et ce qui ressort un petit peu de ces résultats de tournois. On remarque que le violet-rouge revient en force. Donc voilà, pour en revenir rapidement à ça, on va avoir des gens qui vont se focaliser sur une couleur ou sur un duo de couleurs qui fait la hype du moment, qui fait parler de lui, quitte à oublier d'autres couleurs qui au final sont plus fortes. Oui, exactement, tout à fait. Donc Gabriel, je te remercie pour cette petite interview, et on va, de notre côté, on va un petit peu jouer et s'entraîner, et je te dis bon courage pour le tournoi de dimanche, et je te dis à bientôt. Et merci à toi, et je crois que tu y es aussi dimanche. Alors oui, exactement. Contre l'autre. Allez, salut Gabriel, ciao.